sur le chat. Vous êtes énormément ce matin, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'être là. Et puis on va faire un petit live tranquillement ensemble. J'ai plein de trucs à vous dire, j'ai plein de trucs à vous annoncer. Je suis chaud patate. Alors oui, on est, les gars, on est dans le vert, ça fait plaisir. Plus haut depuis 3 mois. La dernière fois qu'on avait été à ce prix-là, donc aux 47 000 $, c'était en début janvier 2022. Donc ça fait depuis le nouvel an pratiquement qu'on est en dessous des 47 000. Et là qu'on revienne en haut, fin mars, j'y croyais plus. Hein. Franchement, je me suis dit, on va faire un rejet et puis on va encore NG pendant des jours et des jours. Pour vous donner un petit peu à la bouche, sachez que demain, alors c'est ce soir, il y a les résultats du Maillard Launchpad à 17h30. Maillard Launchpad, je vous rappelle, c'est le lancement du projet Isium. Et à coup sûr, si vous avez un ticket gagnant, vous êtes sûr de faire une plus-value au moins de x20 à x30 à peu près en moyenne. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est que au lieu de faire mon mec qui va faire tout ça dans son coin, eh ben je vais vous attendre. Donc demain je vous invite en live sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch, à partir de 9h et on regardera les résultats. Donc là vous voyez que les résultats ils sont dans 8h. Je ne vais pas regarder. Alors là j'ai 2 tickets, mais j'ai aussi une deuxième adresse où j'ai encore 2 tickets. Donc en tout j'ai 4 tickets à découvrir, voir s'il y aura les résultats. Donc on verra tout ça ensemble. Je vous invite à me rejoindre, c'est demain 9h sur ma chaîne Twitch. Elle est dans le chat et pour toutes les personnes qui regardent en rediffusion, ça sera sûrement dans la description. Voilà. Les listings se font après combien de temps? Alors le listing, je sais pas exactement. Je pense que je vais répondre à cette question plusieurs fois. Mais si on gagne, le listing va se faire à peu près 15 jours après. Donc tu vas recevoir tes tokens directement. Par contre, ça c'est sûr et certain si tu les reçois directement. Par contre, le listing se fera plus tard. Donc en soi, il faut juste bien surveiller les news de Elrond. Moi je vous conseille de suivre le Twitter de Elrond, de Banyamin Minku, enfin bref, tous les CEO et tout. Le Twitter, enfin bref, tous les Twitter qui peuvent être en rapport avec ça, le meilleur exchange et tout. Et il y a aussi le youtubeur Mon Bitcoin et Mon Couteau qui fait beaucoup de news par rapport à Elrond. Et donc je vous invite à le suivre parce que hier il a fait une vidéo comme quoi il expliquerait un petit peu et il donnerait aux gens des informations par rapport au listing. On sait combien il y a eu de tickets vendus, alors on peut savoir combien il y a eu de tickets vendus. On peut savoir, je vais vous montrer. J'ai fouillé dans la blockchain, c'est bien que vous vous posiez des questions. On va parler un petit peu et je vous rappelle qu'à 10h30 on passe sur ma chaîne perso directement sur Twitch pour faire mes overlays, etc., qu'on parle un petit peu de tout et de rien, nanana. Elrond Explorer, c'est le site qui permet d'explorer la blockchain Elrond. Mais là, ce que vous voyez, en fait, c'est le smart contract où toutes les personnes qui ont acheté des tickets, qui ont mis de l'argent dans les tickets, ont pu avoir. Et on voit qu'ici, il y a 33 651 000 $. Divisé par 200, ça nous fait 168 255 tickets. Donc voilà. Quand on regarde sur l'adresse, le smart contract qui a tout ça, on peut voir à peu près que la moyenne des gens, vous voyez, 2, la plupart des gens ont pu acheter 2 tickets. Je rappelle que 1,06 EGLD, c'est à peu près 1 ticket. Et donc 2,12, c'est 2 tickets. Là, vous voyez, il y a 4 tickets qui ont été achetés. Des fois, on voit des 14, des trucs comme ça et tout. Mais ça, voilà, il y a 8 tickets qui ont été achetés et tout. 2 tickets encore une fois. La moyenne, à peu près, c'est 2 tickets. Donc, on peut estimer qu'on a une certaine chance quand on a plus de 2 tickets que toutes les autres personnes. La dernière fois, sur le dernier Launchpad, il y a eu 110 000 tickets, je crois. Mais ce qui me choque, en fait, c'est qu'il y a encore des transactions ici. C'est assez marrant. Comme s'il y avait des gens qui achetaient encore des tickets. Alors que normalement, les tickets ne peuvent plus être achetés, quoi. Et si on regarde, par exemple, la transaction, est-ce qu'il y a moyen de voir si ce ticket est gagnant ou pas? Non, on sait pas. Hein. Ouais, 110 000 au premier Launchpad, c'est ça. Hein. Soit 50 000 de plus qu'au premier lancement, tout à fait. Moi, au premier lancement, j'avais un ticket. Je l'ai eu, je l'ai gagné, les gars. J'ai vraiment la plus grosse... Je m'en rends pas encore compte, quoi. Je crois. Sur le moment, j'ai sauté de joie, mais je me rendais pas compte de la chance que j'avais eue, tu vois. Et donc là, j'en ai 4 fois plus, et il n'y a pas 4 fois plus de personnes. Donc, j'ai une plus grande chance que dernier Launchpad. Ça, c'est sûr. Peut-être des gifs du marketing, ou peut-être des transactions qui sont pas encore passées, je sais pas. Je sais pas. Merde, bon, j'ai perdu le truc. Ça, c'est fou, hein, de voir toutes les transactions qu'il y a. Donc là, il y a 8 secondes, il y a un mec, il a unstake ses EGLD, ils font des transactions. Il y a un mec qui vient de faire une transaction de... Un mec qui vient de confirmer son ticket. Putain, ça va trop vite. Bref, c'est intéressant. Je vous invite à y aller. C'est elrondexplorer.com, je crois. Quelque chose comme ça. Vous tapez Elrond Explorer dans Google et puis vous trouverez directement. Et là, vous pouvez voir du coup votre compte. Vous avez juste à coller votre adresse. Bon, je vais pas la coller pour gagner un certain anonymat quand même. Mais ouais, voilà, vous avez juste à coller votre adresse. J'allais le faire, putain, mais je suis vraiment un teubé. Et puis comme ça, vous pouvez voir toutes vos transactions, fouiller un petit peu dans la blockchain et tout, ça vous permet de mieux comprendre comment ça fonctionne en fait. Mon Bitcoin et Mon Couteau a l'air d'avoir perdu 3 kilos de stress avec le jour du listing, ouais. Il était pas mal stressé. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il va refaire un live. D'ailleurs, ça serait pas mal. Bon, le problème, c'est que le listing du ride, il se fait
il se fera vers 16h, enfin c'est toujours dans l'après-midi qu'ils font leurs annonces Elrond, donc on pourra pas être en live, malheureusement. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé faire un live pour pouvoir faire le listing du raid avec vous. Je pense que j'irai sur certains lives et tout, je sais pas si mon Bitcoin et mon couteau il fera un live, mais voilà. Ça serait intéressant de voir ça. En gros, il faut s'attendre à un gros pump sur EGLD vers 17h. Non, du tout. Non. Là, justement, vers 17h, il va y avoir les tickets qui vont être donnés, donc les tickets gagnants ou perdants. Et du coup, beaucoup de monde vont recevoir leur EGLD derrière. Beaucoup de monde vont avoir leurs EGLD dans le sens où ils vont recevoir tous les tickets perdants. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a que 10 000 tickets gagnants. Donc, c'est-à-dire que là, on a vu qu'il y avait 165 000 tickets. Ça veut dire qu'il y en a 155 000 qui vont recevoir tout leur EGLD. Et donc là, on peut avoir une grosse baisse sur EGLD. Parce que ça veut dire qu'il y aura 155 000 EGLD qui seront relâchés en liberté. Et donc là, à ce moment-là, les gens pourraient revendre. Potentiellement, moi, c'est ce que je vais faire directement. Je pense que je revendrai mes EGLD, pas tous, parce que je veux quand même rester exposé, même si je suis déjà pas mal exposé sur EGLD. On verra bien. Soit je vais attendre de manière à être sage, soit je vais essayer de revendre directement, soit je sais pas. Mais ça va dump, ça va dump, je pense, à 17h. Commençons. Alors, donc pour toutes les personnes qui connaissent pas trop les cryptos, on va faire de l'analyse technique, en quelque sorte. Je me considère pas du tout analyste, moi je suis plus en mode je peux vous expliquer la technologie, comment ça fonctionne et tout, mais un peu moins dans les détails, etc. Après des mois et des mois dans une espèce de range, etc. Bon, nous voilà en bas, revenus en bas. Pendant à peu près, je dirais 3 mois, quelque chose comme ça. Là, ça fait 66, ouais, 2 mois, 3 mois. Et ce prix, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a pas atteint depuis le 30 décembre, pardon. Depuis début janvier, on n'a pas atteint ce prix. Et donc ça fait super plaisir, parce que enfin, on peut avoir quelque chose de réel. On peut avoir quelque chose qui nous fait plaisir aux yeux, qui fait du bien. De voir du vert. Bon, moi j'ai pas mis les bougies en vert, mais c'est du blanc. Et si on regarde sans les dessins, ça fait plaisir. Vous voyez qu'il y a 2 semaines, on a vu à peu près qu'il y avait un triangle ascendant qui commençait à se former. Donc le triangle ascendant, je vous rappelle, c'est un triangle, en fait, avec un angle droit ici, où en gros on a une borne haute et une borne basse. Alors la borne haute n'est pas vraiment validée, donc je considère pas vraiment ça comme un triangle ascendant finalement. Moi je considérais plus qu'on allait faire un rejet, par exemple ici, pour ensuite revenir en bas. Finalement, on l'a percé. Alors, comme quelqu'un disait dans le chat, c'est sûrement un fake-out. Un fake-out, en gros, on part à la hausse, mais au final, c'est fake, et on redescend à la baisse. Alors moi, je vois bien quand même un petit truc où on pourrait aller toucher les 50 000, donc qu'on aille, genre, par exemple, jusqu'ici, et qu'ensuite on redescende. Histoire d'aller chercher tout le monde, d'aller chercher bien toutes les liquidités, de redescendre un petit peu, enfin bref, je vois bien quelque chose comme ça. Par contre, le problème, ce qui pue, c'est que, voilà, on manque de volume, vous l'avez très bien vu dans le chat là, manque de volume. Les volumes, en fait, je vous rappelle, c'est quelque chose qui est très important pour lancer une tendance haussière. Jamais une tendance haussière va repartir sans qu'il y ait des volumes. Les volumes, en fait, il faut qu'ils soient ascendants. Si les volumes avaient été comme ça, et qu'on avait eu ça, alors là, ça aurait été nickel. Si les volumes font ça, alors c'est soit qu'on va se stabiliser, soit qu'on va repartir à la baisse. Mais en tout cas, si on repart à la hausse, c'est sûr qu'à un moment, ça va se retourner. En revanche, c'est peut-être un des seuls signes baissiers que je vois pour l'instant. Parce que les signes haussiers, je l'ai vu la semaine dernière, on l'a vu la semaine dernière, c'est ce que je vous avais dit dans le live. En gros, on part à la hausse, on détruit le ruban là, on fait un rebond dessus, et ensuite, paf, on part. Donc ça, c'est super important, et ça, c'est super cool de voir ça. Ce qui serait pas mal, c'est que moi, j'attends plutôt que le ruban il remonte, bon peut-être pas autant que ça, mais qui remonte peut-être par là et qu'on aille le rechercher. Donc je vois bien un truc, on monte aux 50 000 et ensuite on va rechercher un ruban ou alors un support ou un prix qui est assez bon pour faire support et ensuite pouvoir repartir. Parce que si on commence à repartir vers des 34 000 et tout, ça sera des bons points pour recharger, mais ça serait chiant encore, ça veut dire qu'on serait dans un putain de range et tout. Enfin, ça serait un peu casse-couille. On a ce ruban qui se contracte à mort, et il était pour l'instant, la moyenne mobile qui est jaune et la rouge était toujours dans ce sens-là. Et là, on voit qu'elles se sont inversées, qu'elles sont en train de s'inverser. Donc peut-être que la tendance est en train de changer. Donc peut-être que c'est un fake-out, mais je vois mal qu'ils reviennent dans le range pour re-ranger encore comme ça. Ou alors, ça veut dire qu'ils respecteraient absolument pas le ruban, et ça serait plus compliqué du tout coup à déterminer si ça partirait à la hausse ou à la baisse. Au niveau du MACD, ouais, le MACD qui cross bullish, MACD, MACD, je sais pas comment on pourrait le dire, très intéressant, parce qu'à chaque fois qu'on cross bullish, les gars, on repart en tendance haussière. Alors je sais pas si on repartira en tendance haussière comme ici pendant plusieurs mois, ou si on repartira en tendance haussière pendant plusieurs semaines comme ici. Ça dépend, on verra bien. Mais en tout cas, ce que j'espère, c'est que le marché va de nouveau être haussier. Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'indicateurs qui me disent vraiment que là, on a une confirmation que le marché va être haussier dans les prochaines semaines. Et il y a aussi, quelque chose que ne vous a pas montré CF, c'est le RSI qui a été nous chercher un plus bas. Alors ça, je vous l'avais montré il y a quelques semaines, je dirais même
plutôt quelques mois, vous voyez que ici, c'est au niveau du Corona, on a eu un gros crash de moins 70% sur le Bitcoin, et le RSI, donc l'indice de force d'un mouvement, est parti plutôt aux alentours des 33. Ici, on était revenu le chercher, donc c'était aux alentours de janvier 2022, là, on est revenu chercher un plus bas aux alentours des 37. Là, pareil, on a été vraiment sur des plus bas qu'on n'avait pas été chercher depuis, par ici. Non, même par ici plutôt. Et du coup, on a stabilisé ici, on a été chercher des plus bas et tout, donc c'était vraiment un moment où il fallait acheter à ce moment-là. Et là, ça y est, on repart à la hausse, et donc ça peut être potentiellement bullish. Moi, je vais pas vous mentir, les gars, la dernière fois, on s'est fait avoir, j'apprends de mes erreurs. La dernière fois, moi, je me suis dit, ouais, moi, j'attends un retour au 90 à peu près pour revendre un maximum. Là, étant donné qu'on était à peu près qu'au 69 et on faisait un nouvel ATH, je me dis, bon, bah, let's go, on est qu'au 69, on fait un nouvel ATH, on va partir aux 120 000, 150 000, 200 000, ça va être fou. Et en fait, non, pas du tout. Et ce qui nous a fait qu'on a fait une divergence baissière. En gros, le RSI, il descend, alors que le cours, il est en train de monter, vous voyez. Les tops, ils sont de plus en plus hauts, alors qu'ici, ils sont en train de descendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Ce qui fait qu'en fait, le cours, en fait, va complètement dégringoler. Donc là, si on fait un nouvel ATH et que ça arrive par ici, non, même pas, j'ai envie de dire, et que si on fait un nouvel ATH et que ça arrive par ici, je saurais pas trop quoi en penser, parce qu'en soi, on aura fait un truc comme ça, on sera en train de monter ici, et là, on sera quand même en train de descendre, mais on fera un plus haut que ici, donc à court terme, enfin court moyen terme, ça serait plutôt haussier. Enfin, je saurais pas trop quoi en penser. Dites-moi un petit peu vos scénarios, vous. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait se passer? Moi, en tout cas, je reste prudent et je pense que je vais commencer à prendre des profits dans pas longtemps. Notamment parce que j'ai plusieurs de mes actifs qui sont revenus dans le vert. Notamment peut-être parce que je vais avoir Isium qui va m'aider à pouvoir réinvestir ou à prendre des profits. Donc voilà. Je pense que je vais commencer à prendre des profits parce que j'ai, assez peur de ce mouvement qui déjà est pas beaucoup de volume, où il n'y a pas beaucoup de volume et où en plus... on s'est fait avoir la dernière fois là-dessus. Et ce qui me fait encore plus dire quelque chose comme ça, c'est que vous voyez ici, au 64 800, c'est l'ATH qu'on avait fait en avril 2021. Et ce qu'on pourrait faire, alors, dans le milieu du trading, ça s'appelle une épaule tête-épaule. En gros, c'est une épaule, une tête, et ensuite une épaule. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, étant donné qu'on fait un plus haut, mais un tout petit peu plus haut, ça fait comme notre tête ici. Ici, ça fait un peu comme notre épaule. Et là, on peut faire une deuxième épaule. Donc, à partir du moment où on arrivera vers les 64 600, je pense que beaucoup de personnes vont commencer à revendre et vont commencer à se poser des questions sur est-ce qu'on va vraiment retourner un ATH. Après, peut-être qu'on va avoir vraiment une euphorie, qu'on va avoir des volumes, des dingueries au niveau des volumes, et qu'au final, on va continuer à monter en tendance haussière, etc., etc., et que le MACD va continuer à augmenter, et que le RSI ne va pas s'arrêter, va nous faire un double top au moment de son ATH. Mais ça, on peut pas le prédire. Donc voilà. Alors, je sais plus si je vous l'avais dit en live, mais quand on a commencé à avoir des bougies blanches ici, je vous dis, les gars, quand on commence à avoir des bougies blanches, c'est sûrement que la tendance haussière, elle commence à repartir. Et vous voyez que si vous aviez investi au moment où on avait cette première bougie blanche là, vous aurez investi, soit vous aurez investi au top, soit vous aurez investi au bottom de cette bougie, mais en tout cas, vous aurez investi en dessous des 43 000 à peu près. Donc en dessous des 44 000 pour la plupart. Et aujourd'hui, on serait à 46 000. Donc vous voyez, on vient à peine de cross bullish. Donc ça veut dire que cet indicateur, il reconnaît une tendance haussière qui va arriver. Donc si vous aviez investi ici, vous n'aurez même pas investi au début de la tendance haussière. Par contre, vous aurez déjà investi avant le début de la tendance haussière. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Il faudrait beaucoup de nouveaux entrants pour que ça hausse durement, non? Oui, je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'entrants. Je pense que le retour à l'ATH, il se fera avec les personnes qu'il y a actuellement aujourd'hui sur le marché, parce que tant qu'on ne revient pas à un ATH, ou tant qu'on ne pumpe pas à fond, genre des 15%, 20% sur le Bitcoin en très peu de temps, comme on a pu le faire ici par exemple, c'est pour ça, voilà, elle a fait 300% en à peine 91 jours. Donc en 3 mois, on avait déjà fait un x3, un x4 sur son investissement de départ. Si on refait quelque chose, la même chose ici, c'est possible qu'il y ait des nouveaux entrants qui arrivent. En revanche, si on n'entend pas parler de Bitcoin dans les médias mainstream, que les personnes autour d'elles ne parlent pas de Bitcoin, etc., et que ça reste encore un truc un peu de niche, j'ai envie de dire, on va rester dans ces eaux-là. Après, il y a quelque chose qui aide beaucoup en ce moment, c'est les NFT, c'est le métaverse, c'est un petit peu les actifs décentralisés, c'est beaucoup de personnes qui investissent sur les cryptos, donc ça peut aider, c'est sûr et certain. Bien évidemment, vous voyez bien que quand on arrive sur des trucs comme ça, c'est important de faire attention à ces investissements. C'est important de faire, c'est important d'investir intelligemment. Il ne faut pas investir sur un coup de tête. Par exemple, je pense qu'il y a quelques mois, j'aurais investi, donc il y a quelques mois, je suis arrivé sur les cryptos, il y a à peu près en novembre-décembre 2021. Si j'avais vu ça, je me serais dit, vas-y, j'investis parce que ça va pump. Là, aujourd'hui, je me dis plutôt, je vais prendre des profits. Parce que
même si je suis en gain de 10 ou 20%, dites-vous que c'est le marché des cryptos. Il n'y a que 95, enfin, je dis un chiffre comme ça, mais il y a très peu de gagnants et il y a beaucoup de perdants. Je crois que les marchés, il y avait des chiffres qui étaient sortis, je ne sais pas s'ils sont réels, comme quoi il y avait 95% de perdants et 5% de gagnants. Et donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est, même si je suis en gain de 10% ou 20%, je fais partie de ces 5% de gagnants. Alors certes, j'ai pas fait des plus-values de fou, mais au moins, j'ai pu faire plus 10% ou plus 20% sur mon investissement de départ, et ça les gars, ça c'est le plus important, réellement. Donc voilà un petit peu ce que je pense aujourd'hui de ce qui va se passer sur les crypto-monnaies. Je vais commencer à prendre des profits parce que je fais attention à cette épaule-tête-épaule qui me fait assez peur. Malgré tout, y a un truc qui fait que cette épaule-tête-épaule, elle peut être remise en question, c'est ça en fait. C'est que si vraiment on était parti chercher les 29 000 comme on l'a fait là, genre vraiment faire un beau truc comme ça, là, ça aurait été pertinent. En revanche, là, le fait qu'on fasse un plus bas de plus en plus haut, c'est un peu comme si on faisait des rebonds comme ça, et comme si on allait monter toujours comme ça, un peu en escalier, j'ai envie de dire. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense que même si on remonte, il faut faire attention dans tous les cas. Hein, comme la base de la base, c'est d'investir quand t'es dans le rouge et de retirer ses billes quand t'es dans le vert. C'est la base de la base. Beaucoup de personnes comprennent pas ce truc et se disent « Bah non, quand t'es dans le rouge, il faut vendre, parce que ça va descendre. » Ouais, mais si t'arrives en bas, si on a fait déjà plus de 40% de baisse, tu crois vraiment qu'on va se reprendre un 50% derrière? Alors c'est possible, mais c'est très peu probable. Et au pire, si on reprend un 50%, eh ben, tu réinvestis, frérot. Un avis sur le MNW? Non, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce qu'il faisait. J'ai pas investi dessus. Je sais que c'est un peu comme VET. Sauf qu'il est plus spécialisé dans un domaine. Je pense que chaque crypto-monnaie aura son domaine de prédilection. Et pour moi, entre VET et MNW, il n'y en aura que un qui ressortira grand gagnant. Donc je sais pas trop quoi en penser, mais personnellement, moi j'ai plus investi dans le VET parce que ça fait plus longtemps qu'il est là, parce que j'ai plus confiance en lui, parce qu'il y a le VET ETH et tout, enfin bref. Voilà. Mais après, faites vos propres recherches, peut-être que je dis de la merde et que vous pouvez me faire mentir en me montrant un article qui parle de MNW. Voilou les gars. On va passer sur les news du coup. Alors on a 5,8 milliards d'ETH qui ont été brûlés depuis l'arrivée de l'EIP 1559. Alors qu'est-ce que ça veut dire? J'ai parlé en mode barbare pour la plupart des gens qui sont sur le live. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros il y a 5,8 milliards de dollars d'ETH qui ont été brûlés depuis août 2021. Donc depuis que ETH est arrivé, l'EIP 1559 est arrivé sur ETH. Je vous rappelle que ETH est en train de faire une grosse mise à jour. Ils sont en train de passer de ETH normal à ETH 2.0. Ce qui permet en fait de pouvoir faire plus de transactions par seconde, de pouvoir faire des transactions plus rapides, pas baisser les coûts de transaction, hein, je crois, mais en revanche que ça soit plus décentralisé et que ça soit moins énergivore surtout. Donc voilà, ce qui fait que les mineurs ne pourront plus miner d'ETH, mais pourront toujours miner de l'Ethereum classique. Et tout. En gros, qu'est-ce qu'on a? Plus de 5,8 milliards de dollars d'Ether brûlés. Alors ça, il faut faire très attention à ce genre d'infos. Parce que là, on nous dit, oui, il y a 5,8 milliards de dollars d'Ether qui ont été brûlés, mais d'un autre côté, il y en a toujours autant il y en a autant, voire plus, qui sont encore créés. Donc pour l'instant, le token n'est pas encore déflationniste. Une partie des Ethers dépensés lors des frais de transaction dans une volonté d'imposer un caractère déflationniste au token. Dans la théorie, la mise à jour devrait notamment permettre de réduire et stabiliser les frais de minage et de transaction. Cela dit, bien que les frais soient au plus bas depuis 6 mois, rien n'est sûr que le IP 1559 il soit vraiment pour quelque chose. Oui, je vous rappelle que sur Ether, là, les frais sont au plus bas depuis quelques mois. Depuis 6 mois, pour être précis. Et donc, on ne sait pas si c'est grâce à l'EIP ou pas. Mais en tout cas, le fait que ça burn des Ethers, c'est mieux pour pour la stabilité du token et pour justement ce phénomène d'inflation. Là, je voulais juste vous présenter un truc qu'on ne parle pas depuis quelques mois, c'est la situation en Afghanistan. En Afghanistan, la résistance s'organise, Bitcoin, l'opium du peuple. Alors, après la crise, la prise de contrôle des talibans, la crypto s'est répandue comme une traînée de poudre en Afghanistan. Il n'y a presque pas d'autre moyen de recevoir de l'argent. Bah, bien évidemment. Parce que les banques, à mon avis, c'est compliqué hein, quand tu es dans un pays pauvre comme ça et tout. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais depuis août, c'est les talibans qui ont repris le pouvoir en Afghanistan. Et donc c'est vraiment un régime très critiquable. Et quelque chose qui, comme dit, Bitcoin c'est pour fuir la pauvreté extrême et les talibans. Bah, déjà c'est un pays pauvre et en plus il y a la guerre qui arrive dans leur pays. Pendant 20 ans les Américains se sont battus contre les talibans. Ils ont gardé la dignité du pays en essayant de garder sa sécurité. Derrière il y avait quand même les talibans. Les talibans ont poussé pour au final en août 2021 reprendre le contrôle. Et c'est vrai que c'était assez fou, il y a eu des attentats, etc. Donc c'est assez compliqué la situation là-bas, mais si on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de la situation en Ukraine aujourd'hui et tout, c'est tout aussi préoccupant.
même si c'est pas au port de l'Europe, c'est toujours une guerre, et que des êtres humains se fassent tuer comme ça, c'est inadmissible. Et du coup, ouais, on voit qu'ils utilisent les cryptos pour éviter les sanctions, un peu comme le ferait la Russie pour éviter les sanctions, sauf que là, étant donné qu'ils sont pas soumis à des contrôles comme pourrait l'être la Russie, ou alors des répressions comme pourrait l'être la Russie, et ben ils peuvent utiliser les cryptos. Après la prise de contrôle des talibans en août 2020, l'utilisation de la crypto a fortement augmenté. Un an auparavant, Chainalysis considérait la présence des cryptos en Afghanistan comme si minime qu'elle l'excluait de son classement. Ça veut dire que l'Afghanistan n'était même pas dans le classement de Chainalysis. L'année dernière, la société Donnée a classé le pays 20e sur 154 en termes d'adoption des crypto-monnaies. Donc c'est assez fou quand même, et on voit que des grosses crises humanitaires comme ça peuvent amener vers le Bitcoin en fait, vers le Bitcoin, vers les crypto-monnaies. Bitcoin devient la monnaie de la guerre, Afghanistan, Ukraine, Russie. Dès que la monnaie fluctue, le BTC devient mieux. Alors même, je dirais même mieux que ça, MyPoro, je dirais plus que Bitcoin devient la monnaie du peuple, réellement. Là, c'est vraiment le peuple qui reprend le pouvoir, et elle va être soumise à rien du tout, parce que le Bitcoin que tu utilises en France, en Afghanistan, en Russie, en Ukraine, c'est le même Bitcoin. Et tout ça, qu'est-ce que ça forme? Ça forme le peuple, c'est pas la guerre. Du coup, si je peux me permettre, tu investis dans quoi? La tech, ou tu vises seulement le profit? Alors, on va pas se mentir, la plupart des gens qui investissent dans les crypto-monnaies viennent d'abord pour les profits, bien évidemment. Moi, le premier, quand je suis arrivé dans les crypto-monnaies, j'étais en galère de thunes, j'étais petit étudiant et tout, j'en avais marre des cours, et je cherchais un moyen pour essayer d'avoir des petits revenus et tout, parce que mes parents me payaient un appart, et je me sentais un petit peu coupable de pas être à fond dans mes études, qui me payent un appart, etc., qui dépensent plus de 500 € par mois pour moi, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'avoir des revenus? Et là, je tombe sur les cryptos. Je me dis, bon, ok, je vais essayer de faire du minage de crypto et tout. Ça rapporte que dalle. Du coup, je me dis, bon, pourquoi pas essayer d'investir dans les crypto-monnaies, pourquoi pas, mais j'avais pas une thune, je vous rappelle. Donc j'ai investi un petit peu, 10, 15 balles, juste pour essayer. Et puis au fur et à mesure, je découvre Crypto Future, je commence à faire ces montages, je deviens monteur de la chaîne Crypto Future, et là c'est parti. On a plein de projets, le bull run il part en flèche, je fais des gros profits sur les crypto-monnaies, etc. Et en fait, au final, c'est au bout de quelques mois que je me rends compte que... Non, c'est pas au bout de quelques mois, c'est au bout de quelques semaines que je me rends compte que c'est une putain de technologie. Donc ça, c'était vers décembre 2020 à peu près. Vers Noël, je m'étais battu avec mon oncle, par la parole, où j'avais dit à mon oncle, j'avais essayé d'expliquer à mon oncle qu'est-ce que c'est le Bitcoin, pourquoi c'était une putain de technologie et tout, et que c'était pas simplement de la spéculation. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est une putain de technologie et il faut que je creuse plus là-dedans. Donc au début, c'était pour les profits. C'est toujours aussi un petit peu pour les profits, mais d'un autre côté, je pense réellement que c'est l'avenir. Réellement. Donc là, aujourd'hui, je dirais plus que j'investis pour la technologie et pour que ça se développe, en fait. Mais bien évidemment, quand tu investis, tu veux forcément ressortir à un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je rentre dans le GLD, il y a forcément un moment où je vais repartir. Alors, je voulais vous parler un petit peu du cake, comme quoi c'était pas un très bon investissement. Je vous rappelle que c'est le token de PancakeSwap. PancakeSwap, qui est un exchange décentralisé et tout sur la BSC, un des plus gros, je pense, exchange décentralisé. Tac, je vous l'affiche juste ici. Donc voilà, ça c'est PancakeSwap. Vous connectez votre wallet, MetaMask, etc., etc. Vous pouvez faire des échanges sur la blockchain directement, donc ça passe pas par la centralisation. Vous avez des pools de liquidité et tout, vous pouvez faire vous pouvez gagner des intérêts sur plein de crypto-monnaies, voilà, vous voyez qu'il y a plein de crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez gagner des intérêts. Sauf que ce token, en fait, il sert à rien, les gars. Si vous investissez dans le cake, c'est de la merde. Vous allez vous mordre les doigts. Vraiment. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça pourrait être tentant d'investir dans le cake parce qu'on se dirait, putain, il a quand même une bonne configuration graphique. En gros, on peut voir peut-être qu'il a une bonne configuration graphique, c'est-à-dire que il pump, il stabilise un petit peu, même il descend à la limite, donc on peut réinvestir en bas, et là il commence à pump. Et on se dit putain, il a une super configuration graphique. En réalité, c'est de la merde en boîte, les gars. L'ATH, il est à combien? On a perdu combien? On a perdu 88%, 87%, 88% à peu près depuis le début. Ce qui me fait beaucoup dire que c'est de la merde. Alors même si on pump à court terme, je pense que c'est juste grâce au pump de toutes les crypto-monnaies, donc la BSC elle a pump un petit peu, donc les gens automatiquement ils investissent sur le Pancake et tout, enfin bref, toutes les crypto-monnaies aujourd'hui ont augmenté, mais ça c'est pas le sujet. Certes, on a fait plus de 50% depuis le bottom, mais en même temps, quand tu as perdu 88%, tu peux que remonter en flèche, tu vois, forcément. Parce que c'est l'effet rebond, quoi. Genre ça descend bas, forcément ça remonte parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont l'impression que c'est une bonne opportunité. Je vais pas vous mentir, je suis sorti quand j'étais en perte de 50% sur le cake, c'est-à-dire que je suis rentré vers les $12, parce que je me disais, ouais, il consolide, c'est pas mal et tout. On s'est pris une tollée, et là je remarque en fait que le token, il sert à rien, les gars. Il sert à rien, réellement. En fait, si vous voulez, je vais vous montrer tout simplement un petit graphique, juste là, de Messari, qui montre la totalité des cakes qui sont créés et le prix du cake, en fait. En gros, la circulating supply, elle a presque fait x2 depuis l'ATH. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous montrer.
Ici, on a l'ATH qui est à 40 $. Sauf que à ce moment-là, la supply, donc le nombre de tokens qui étaient émis sur la blockchain, était équivalent à peu près à, je crois, 180. Non, 160. Ici, il y avait 160 millions de tokens quand il était à 40 centimes. À 40 $, pardon. Aujourd'hui, il est à 8 $, sauf que la supply, elle a presque fait x2. Donc, c'est-à-dire que pour revenir à cette ATH, il faudrait avoir le market cap, donc la totalité de ce qui est investi sur la blockchain, il faudrait que ça fasse x2. C'est absolument colossal, c'est absolument gigantesque, sachant que ici on était au top de la blockchain, tout le monde voulait investir dans la DeFi, etc. Jamais ça reviendra à son ATH. Alors on peut se dire, ok, bon, on peut peut-être essayer de faire un x2 et que ça arrive vers les 16 $. Sauf qu'encore une fois, assez compliqué, parce que, comme je vous dis, pour faire des gros mouvements comme ça, comme il y a eu ici, il faut qu'on ait 2 fois plus d'investissement, parce que la supply est beaucoup plus grande. La supply, c'est le nombre de tokens. Alors pourquoi elle augmente? Je vous montrerai la supply à peu près ce qu'elle fait. La supply, elle fait à peu près ça. Voilà, elle fait à peu près ça, comme ça. Et donc vous voyez bien que à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de supply que ici. Et comme je vous dis, c'est à peu près, il y a à peu près une différence de x2. C'est-à-dire que là, si on était à 100 ici, à 100 tokens, et ben là, on serait à 200 tokens. Donc, pour qu'il y ait des mouvements aussi gros qu'ici, il faut qu'il y ait genre 2 ou 3 fois plus de capital qui soit injecté. Du coup, c'est très casse-gueule en fait, ce genre de token. De plus, il sert absolument à rien. Rien du tout. Rien du tout. Il a aucune utilité. À part faire des swaps, etc. sur la BSC, t'as aucun moyen de... C'est de la merde en fait. Les gens qui déposent leur cake et qui perçoivent des intérêts sur leur cake, ils créent des tokens, mais qui perdent de la valeur. C'est-à-dire que les mecs, peut-être qu'ils vont créer 4, 5 tokens cake, ils vont les garder, mais derrière, ça va faire perdre de la valeur au cake en fait, si vous voulez. Parce que plus... C'est comme les billets d'euros en fait. Je vais vous faire un schéma. En gros, si vous voulez, on a une caisse. On a une caisse avec, dans laquelle il y a de l'argent. Cette caisse, elle a une taille. Elle a une taille de 1 par 1. Voilà. Donc c'est un carré, elle a une taille de 1 par 1. Et à l'intérieur, il y a de l'argent. Jusque-là, nous sommes d'accord. Les gens investissent dedans et donc achètent les tokens qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est PancakeSwap. Les gens achètent le cake. Ils achètent du cake, donc ça fait augmenter la valeur. Ok. Ensuite, une fois qu'ils ont acheté leur cake, ils vont les mettre dans des pools de liquidité. Ce qui fait que les pools de liquidité, ça permet de créer des tokens en plus, c'est-à-dire de percevoir des intérêts, etc. Ce qui fait que lorsqu'ils créent des tokens, la boîte, elle s'agrandit, finalement. Elle fait plus 1 par 1, mais par exemple, elle va faire 2 par 1. Donc elle va augmenter sa taille de 2. Donc là, elle va faire, par exemple, alors c'est un peu moche, elle va faire 2 par 1. Sauf que ce qui a été investi dedans, c'est toujours au même niveau. Sauf que, étant donné que la boîte s'est agrandie, et bien forcément, par gravité, tout l'argent va rester au fond. Au lieu qu'il y ait tout ça d'argent à hauteur, donc ça c'est le prix, hein. La hauteur c'est le prix en gros si vous voulez. Et ben au lieu par exemple qu'il y ait 10 $, et ben il va y en avoir plus que 5 $. En fait les gens rentrent sur le token, mettent dans des pools de liquidité, créent du cake, mais derrière, et ben le prix il augmente pas en fait. En fait le prix même il descend parce qu'il y a plus de cake, mais il n'y a pas autant de liquidité qui est investie. Je sais pas si vous me comprenez bien. En gros, on crée de la valeur sans jamais investir plus. C'est comme l'euro. En fait, le token, il est ultra inflationniste et il sert à rien. Pour toutes les personnes qui doivent partir maintenant, etc. Demain, alors, il y a les résultats du Maillard Launchpad. Donc, le Maillard Launchpad, je vous rappelle encore une fois pour toutes les personnes qui sont arrivées plus tard, que en gros, c'est une allocation de tokens à hauteur de 200 $ qu'on a reçu. Et derrière, on peut faire une plus-value de x20 à x30 en moyenne. Et donc, on verra demain si j'ai reçu un ticket, une allocation en live directement. Donc les résultats c'est ce soir à 17h30. Sauf que moi je vous attendrai demain en live à 9h pour aller voir les résultats. Alors croyez-moi, je serai impatient, peut-être que je serai déçu, peut-être que ça sera bien. Et du coup on verra ça ensemble demain. Voilà. Je vous retrouve directement sur ma chaîne, je coupe le live ici. Merci à tous d'avoir été là encore une fois. Et puis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.